Alors, dernière vidéo relatant les résultats de cette enquête. Les offres effectivement développées pendant la crise et pérennisées après, suivies de quelques hypothèses sur les évolutions des fréquentations des musées. Alors, pour ce qui est des offres virtuelles, on peut voir que plus de la moitié des nouvelles offres virtuelles développées pendant la crise ont ciblé tout public. Par contre, on a quand même l'autre moitié qui ciblait des publics particuliers. Et je pense que ce sont ici qu'on trouve une bonne partie des offres virtuelles hors les murs que j'évoquais précédemment. En fait, cette typologie des offres, elle a été conçue à partir de l'enquête, mais je ne l'avais pas avant l'enquête. Et donc, le questionnaire, j'ai eu beaucoup de mal, puisque le vocabulaire pour décrire les offres virtuelles n'existant pas ou n'étant pas stabilisé, j'ai eu beaucoup de mal à poser les bonnes questions, si je puis dire. Donc voilà, cette question des publics me permet de cerner à peu près, je pense, la part des offres virtuelles hors les murs qui ont été conçues pendant la crise. Alors, en comptant les thématiques développées dans les 3 formats audio, visio, texte, vidéo, texte, on trouve un total de 104 propositions pour les 36 musées, en grande majorité relatives aux collections ou aux expositions temporaires des musées. Le choix de distinguer les propositions globales des propositions plus spécifiques au sein, d'une part, des collections avec le parcours permanent où un ou plusieurs objets thèmes des collections, et puis pour les expositions temporaires, les expositions temporaires ou bien un ou plusieurs objets thèmes d'une exposition temporaire. Ce choix de distinguer ces propositions globales de propositions particulières dans le questionnaire, justement, comme je n'avais pas encore cette typologie, mais j'avais quand même une connaissance un peu de ce qui se passait, et j'ai voulu distinguer, essayer de cerner tout ce qui était passé par tout ce qui relevait des posts en fait sériels sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des petites formes de contenu linéaire. Donc, si on fait cette hypothèse que toutes ces thématiques de petites formes, ça a bien été des posts sériels sur les réseaux sociaux, on arrive à un total de 21 plus 17 plus 14 pour les coulisses et métiers du musée qui sont aussi des petites formes. On arrive à un total de 52 propositions, soit la moitié des propositions virtuelles conçues pendant la crise. Donc, ce chiffre est bien sûr approximatif, mais il nous donne une idée. Je pense qu'il est quand même relativement exact. La moitié de l'offre virtuelle, ça a été des offres, des petits posts sériels, des petites formes sur les réseaux sociaux. Alors, une autre question tentait un peu de cerner ces modalités d'espace-temps avant que la typologie soit proposée. On voit que les propositions audiovisuelles en différé sont largement majoritaires et que très peu sont interactives ou immersives. On est donc très probablement resté sur des architectures de contenu linéaire classiques et ça va se révéler quand je vais après analyser les offres qui ont été pérennisées plus en détail. Alors, pour ce qui est des offres hors les murs proposées pendant la crise, près de la moitié des musées interrogés ont développé de nouvelles offres hors les murs classiques, si je puis dire. On parle du second confinement avec des offres hors les murs en réel. Près du quart de cette moitié, si je puis dire, de l'ensemble, pardon, ont développé pour la première fois une offre hors les murs. Donc, sur cette moitié des musées, on en avait la moitié de cette moitié qui n'avait jamais fait de proposition dans les murs. Alors, la comparaison des musées proposant une offre dans les murs avant et après la crise montre clairement que le fait de proposer une offre avant la crise n'a pas ou peut déterminer le choix d'en développer une nouvelle pendant la crise. Donc, on a vraiment beaucoup de musées qui se sont jetés à l'eau.
cette proportion donc, est similaire, quelle que soit leur situation de départ, environ 50%. On voit que la crise a quand même sensiblement modifié les partenaires ciblés, avec une part bien plus importante pour les scolaires. Alors évidemment, la difficulté de travailler avec les instituts de santé explique en partie ce résultat. Hein. La part des hôpitaux disparaît, celle des EHPAD diminue très fortement, mais on voit quand même que la majorité des partenaires habituels est en retrait pour ces offres développées hors les murs pendant la crise. Les partenariats avec les établissements scolaires se sont donc révélés les plus importants à maintenir pour les professionnels, voire à développer. Si on considère en effet que les 10 musées qui ont développé une nouvelle offre alors qu'ils n'en proposaient pas avant, eh bien 7 d'entre eux ont développé une nouvelle offre pour les établissements scolaires du premier degré, dont 4 aussi pour le second degré. Et on voit aussi que ce sont eux qui ont choisi de proposer les 4 seules offres aux EHPAD mises en œuvre durant la crise parmi les répondants. Donc, pour ces musées qui ont développé une nouvelle offre virtuelle alors qu'ils ne s'étaient jamais positionnés là-dessus avant, eh bien, on voit à la fois un choix ciblé sur le cœur de métier avec les scolaires et puis un choix militant durant la crise avec les EHPAD. Concernant les thématiques, eh bien, sans surprise, les expositions mobiles consacrées aux expositions temporaires tristement privées de leur public pendant le confinement dominent les propositions, immédiatement suivies par les expositions mobiles en lien avec les collections. Viennent ensuite les ateliers de pratique artistique, puis les ateliers pédagogiques. Là encore, les musées ayant développé une offre hors les murs alors qu'ils n'en proposaient pas avant la crise se démarquent des autres avec un investissement plus fort sur les expositions mobiles en lien avec les expositions temporaires, tandis que les ateliers de pratique artistique sont au contraire moins investis. C'est normal, on peut très bien imaginer, ces musées veulent montrer leurs expositions temporaires. Ils n'ont pas l'habitude de faire des ateliers de pratique artistique où ça demande ou des ateliers pédagogiques qui demandent vraiment un vrai travail de conception, alors que là, leurs expositions, elles sont déjà présentes. Il faut juste les transformer en expositions mobiles, ce qui demande quand même un peu moins de travail. Alors, concernant les offres pérennisées, pardon, on voit que presque la moitié des musées qui ont développé une nouvelle offre virtuelle pendant la crise déclarent avoir conservé cette offre aujourd'hui. Totalement, partiellement, c'est quoi la différence? C'est que certaines offres ont été maintenues, d'autres pas. Ce chiffre est encore plus important pour les nouvelles offres hors les murs, notamment, oui, totalement, oui, les expositions mobiles, une fois qu'elles sont créées, elles sont faites, hein, on a juste à les stocker. Alors, les freins à la pérennisation de ces offres, qu'elles soient hors les murs ou virtuelles, elles sont évidemment d'abord économiques. Pour les offres virtuelles, on voit par exemple qu'elles ont majoritairement été développées avec les moyens du bord. Aucun des musées rencontrés n'a bénéficié d'un budget supplémentaire pour les développer et peu ont pu réorienter une partie de leur budget initial. Quand on considère le nombre d'équivalents temps plein dont disposent les services des publics des musées rencontrés, on a cette répartition pour les 36 répondants de 2 à 4 ETP, 1 ou moins, 0. Hein, pour un quart des musées, ils n'ont pas de service des publics. Et évidemment, quand on regarde les musées qui ont développé des offres hors les murs virtuelles, eh bien, la répartition est beaucoup plus favorable et encore plus favorable pour ceux qui les ont conservés par la suite. Et cette répartition est encore plus favorable avec les offres hors les murs. On voit que les 3/4 des musées qui ont conservé leurs nouvelles offres hors les murs par la suite sont des musées qui ont des services de public vraiment conséquents, avec de 2 à 4 équivalents temps plein. Pour les offres virtuelles, un autre frein important
à la pérennisation des offres conçues durant la crise et qui est souvent mentionné par les professionnels, et le besoin de formation. Ce sont toutes les compétences des 5 champs de compétences connexes qu'on a identifiés tout à l'heure avec les nouvelles offres de médiation. Hein, on voit ici que les compétences techniques et les moyens matériels du musée ont été moins mobilisés que les compétences techniques et les moyens matériels personnels d'un agence, qui montre bien voilà, qu'il n'y avait pas les compétences en interne. Or, en interrogeant vraiment les professionnels sur les compétences acquises, on a vu que c'était essentiellement des compétences de community manager, mais voilà, il reste toutes les autres compétences. Et notamment la connaissance des publics, puisque dans les compétences de community manager, les compétences acquises ont été assez lacunaires, et notamment les dimensions les plus techniques en fait du référencement SEO, et puis de l'optimisation en fait des contenus, et puis aussi de l'analyse des publics des différents réseaux sociaux. Donc, quand on ne connaît pas ces publics, on n'est pas incité à développer ces offres, hein, puisqu'on ne peut pas en mesurer l'impact. Alors, concernant les offres hors les murs, qui ont été pérennisées. Eh bien, les résultats sont assez clairs. On a, sur les 11 offres concernées parmi les musées participants à l'enquête, 7 sont des offres payantes avec médiation en présentiel, dont 6 à destination des scolaires du premier degré et dans une moindre mesure du second degré. On y trouve des ateliers pédagogiques, des expositions temporaires, des expositions mobiles en lien avec les collections ou les expositions temporaires, surtout les expositions temporaires, un seul atelier de pratique artistique. On a un autre atelier de pratique pédagogique, un atelier pédagogique, pardon, à destination des scolaires qui est proposé gratuitement. Voilà, mais donc ces offres payantes pour les scolaires avec médiation en présentiel, c'est le cœur des offres pérennisées. On a quand même donc 5 offres gratuites qui ont été 4 offres gratuites pardon, qui ont été pérennisées. Toutes proposent des outils d'animation autonomes, certaines s'accompagnant aussi de médiation en présentiel, mais très limitées dans le temps. Et à l'exception de l'atelier pédagogique évoqué à l'instant, il s'agit exclusivement d'expositions mobiles. Donc ces offres gratuites, par contre, concernent des publics beaucoup plus divers. On a des EHPAD, des maisons de retraite, MJC, maisons de quartier, etc. Donc pour ceux qui le souhaitent, le détail de toutes ces offres hors les murs conservées par les musées participants à l'enquête est listé dans le rapport qui sera téléchargeable sur le site de la LRAC en janvier 2023. Alors, vous verrez que parmi les différents critères que j'ai retenus pour les caractériser, outre les publics ciblés, leur caractère payant ou gratuit, et puis leur format, hein, exposition mobile, atelier pédagogique, atelier pratique artistique, j'ai aussi ajouté le degré de pérennisation des offres. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il se trouve que toutes les propositions n'engagent pas les mêmes nécessités par la suite pour les équipes pour être pérennisées. Et on verra que c'est absolument la même chose en fait pour les offres virtuelles. Certaines offres ont vocation à être oubliées, d'autres à être archivées comme ressources pour les agents, mais pas réexploitées avec le public. Ce sont les 2 premiers cas de figure du tableau. D'autres offres, au contraire, ont vocation à être réutilisées, comme une exposition mobile qui, une fois conçue, pourrait être prêtée ou vendue indéfiniment, prêtée gratuitement ou vendue indéfiniment, ou bien comme un atelier de pratique artistique qui, une fois conçu, pourrait être refait à l'infini. Donc, c'est la réactivation du travail de réalisation de la médiation qui est évoqué dans le tableau, un travail de réactivation qui est potentiel, puisque dans le cas d'une exposition mobile, ça peut être avec l'outil autonome
totalement. D'autres offres, enfin, ont vocation non seulement à être réutilisées, mais aussi reconçues dès qu'on inscrit en fait ces offres dans un processus sériel, en lien par exemple avec les expositions temporaires. Ça veut dire qu'à chaque exposition temporaire, on va produire une nouvelle exposition mobile ou une nouvelle offre virtuelle ou une nouvelle vidéo pédagogique ou un nouvel atelier de pratique artistique, etc. Alors, évidemment, selon le degré de pérennisation des offres, sur ces 4 niveaux, on a tout un travail à assurer derrière ou pas, de nettoyer les archives, archiver, stocker, structurer l'accessibilité, communiquer, etc. Structurer l'accessibilité, eh bien, quand on dispose d'un site internet, c'est plus simple, avec un webmaster qui va définir des catégories d'archivage. Quand on n'a pas de site internet, ça devient plus compliqué même d'archiver et de rendre accessible au public. Quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, comment on communique sur ces nouvelles offres virtuelles, etc., etc. Alors, pour les offres hors les murs, on en a 6 qui sont à ce niveau de pérennisation et 5 qui sont à ce niveau-là de pérennisation. Alors, paradoxalement, les 6 offres qui sont gardées, réexploitées, sur les 6 offres qui sont là, gardées, exploitées, on a les 6 offres payantes, pardon. On trouve 5 des 6 offres payantes, pardon, excusez-moi. Alors que le travail de conception n'a pas à être refait. En fait, ces 5 offres qui sont là sont toutes des expositions mobiles en lien avec des expositions temporaires qui s'inscrivent dans un processus sériel, mais elles sont proposées en fait la plupart en autonomie et ne nécessitent donc pas une mobilisation régulière des agents de médiation, contrairement aux premières. Alors, concernant les offres virtuelles, eh bien, la répartition n'est pas la même. On a 7 offres qui s'inscrivent dans un processus sériel contre 16 offres qui sont simplement archivées pour être réexploitées. Ces chiffres ne semblent pas surprenants au vu de tous les freins en termes de compétences et de moyens financiers ou matériels évoqués précédemment pour reconcevoir. Autant les compétences pour développer du hors les murs, les musées en disposent pour la plupart, autant ce n'est pas du tout le cas pour les offres virtuelles. Alors, je précise que pour obtenir ces résultats, j'ai vérifié auprès de tous les musées qui ont participé à l'enquête, questionnaire et entretien compris, et qui ont déclaré avoir pérennisé totalement ou partiellement leurs offres virtuelles, si cette offre demeurait accessible pour le grand public. J'ai donc été voir leur site internet, leur compte Facebook, leur chaîne YouTube. Par exemple, certains musées qui ont déclaré dans le questionnaire avoir conservé certaines de leurs offres, mais en réalité, quand il s'agit d'une vidéo postée sur Facebook qui n'a pas été archivée dans une playlist, certes, cette vidéo elle existe encore, mais on ne la retrouve pas, ou très difficilement. Eh bien, ces offres-là, je les ai classées parmi les offres oubliées, en tout cas soustraites au public. Et il y en a beaucoup comme ça, qui ont été déclarées conservées, mais qui ne sont pas accessibles. Et je rajoute que depuis, on a pris conscience que beaucoup de musées qui avaient archivé leurs offres pour les rendre, qui avaient structuré l'accessibilité pour communiquer dessus, etc., sont en train de tout détricoter parce qu'elles se rendent compte que ça leur coûte beaucoup trop cher en droit d'auteur. Et donc, dès qu'il y a des œuvres d'artistes contemporains qui sont vivants, qui sont rendues visibles dans ces offres, eh bien, ça pose des difficultés. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces offres virtuelles pérennisées? Eh bien, ce sont essentiellement des visites virtuelles, d'expositions temporaires ou permanentes. Viennent ensuite des vidéos pédagogiques, ensuite des podcasts, des conférences et une seule application. Alors, pour ce qui est du profil le plus exigeant de la typologie, à savoir les offres indirectes numériques, celles qui exploitent les potentialités discursives numériques, eh bien, elles sont très peu nombreuses et toutes le faites de musées aux tutelles puissantes, ville de Lyon, métropole, département.
On a une seule étrange exception, c'est le musée des sapeurs-pompiers de Lyon, un musée associatif porté par le syndicat intercommunal, même interdépartemental des sapeurs-pompiers, qui peut s'enorgueillir d'une très belle visite guidée virtuelle, immersive, d'un haut degré de technicité, d'interactivité. Alors, en réalité, toutes ces offres indirectes numériques qui ont été produites durant la crise ont toutes été conservées et archivées, ce qui est bien normal si on considère qu'elles coûtent quand même un peu d'argent et constituent un véritable investissement pour les musées. Alors, pour cette même raison du coût de leur réalisation, qui peut varier de 1 500 à 20 000 euros, hein, enfin, il y a tous les niveaux de technicité, mais c'est quand même, quoi qu'il en soit, un investissement. Pour cette même raison du coût de leur réalisation, elles ne s'inscrivent que très rarement dans un processus sériel. Ici, on a un seul exemple, et c'est le musée d'art contemporain de Lyon qui porte ça. Donc, autant dire un musée qui dispose quand même de bonnes ressources humaines et financières. Il fait une visite virtuelle nouvelle pour chacune de ses expositions temporaires. Au final, et c'est peut-être l'une des conclusions les plus importantes de cette enquête, en fait, l'écrasante majorité des offres virtuelles développées pendant la crise et conservées après présentent des architectures de contenu demeurant propres aux offres de médiation directe et indirecte classiques, à savoir des contenus aux architectures linéaires et non pas arborescentes ou réticulaires. De ce point de vue, on est donc encore très loin de l'ère numérique. Donc, je vais terminer maintenant cette présentation avec quelques hypothèses sur les nouvelles pratiques des visiteurs. On dispose aujourd'hui de plusieurs études et jeux de données qui nous intéressent directement et nous permettent donc d'émettre des hypothèses sur l'évolution des pratiques des visiteurs que cette crise a peut-être engendrées de manière durable, en sachant donc on aura des certitudes, si je puis dire, que cette année, parce que avec les chiffres de 2022, qui sont quand même plus, je pense, plus fiables que ceux de 2021, on était quand même encore dans un contexte assez peu stable, un contexte sanitaire encore assez peu stable. Donc, on a, par exemple, cette étude sur les pratiques culturelles en temps de confinement, comme celle d'Anne Jonchery ou Philippe Bombardeau, mais ce n'est pas la seule, qui souligne la réorientation du temps de loisir sur les écrans et le numérique durant les périodes de confinement. J'en cite un extrait maintenant. Le confinement a limité l'accès à de nombreux biens culturels physiques, fermeture des librairies, des disquaires, etc., et supprimé l'accès à la culture de sortie, musées, théâtre, cinéma, concerts. Un nouveau cadre spatio-temporel restreint et non choisi, centré sur le domicile, a redistribué le rapport au temps et notamment au temps de loisirs. Ce temps libre s'est trouvé contraint par l'espace domestique, au sein duquel la culture d'écran et les équipements numériques n'ont été, quant à eux, ni affectés ni entravés par la crise sanitaire. Une autre étude, celle du DEPS, montre en effet que, donc le département d'études de la prospective du ministère, montre en effet que la crise a eu un impact faible, voire positif, sur les secteurs du jeu vidéo et des plateformes de streaming, mais très négatif et apparemment durable entre les deux confinements sur les secteurs du spectacle vivant, des musées, du cinéma, etc. On le voit quasiment, tous les secteurs culturels ont retrouvé un niveau à peu près, ou légèrement inférieur, mais à peu près égal à celui d'avant la crise, tout de suite après le premier confinement, ce qui n'a pas du tout été le cas pour le spectacle vivant, les musées. Donc, le retour à une situation sanitaire normale comme aujourd'hui, c'est-il déjà ou va-t-il s'accompagner d'un retour aux pratiques culturelles d'avant la crise, sachant que le télétravail a, lui, été globalement pérennisé dans l'ensemble de la société? On est en droit de se poser la question quand on sait que, outre la peur de contracter la maladie, le télétravail est clairement devenu un facteur de baisse des sorties culturelles, comme le rapporte une autre étude mentionnée par le DEPS, réalisée cette fois-ci par le CREDOC et mentionnée par le DEPS, qui a été réalisée après la crise, cette fois-ci 2022. On voit bien ici que
des facteurs limitant les sorties culturelles indirectement liés au contexte sanitaire, eh bien, le télétravail arrive en tête des réponses des enquêtés, puisqu'il donne moins l'occasion de fréquenter les lieux culturels. Arrive en second, ce qui n'est pas moins inquiétant, l'habitude d'utiliser les moyens numériques pour accéder au contenu culturel. Alors, pour ce qui est des musées, on dispose aussi de plusieurs enquêtes et jeux de données, notamment cette enquête du ministère sur la fréquentation des musées et monuments de France comparative entre 2019, 2020 et 2021. On voit que la fréquentation est loin d'être revenue à son niveau d'avant la crise, mais il faut relativiser ces chiffres parce que les institutions concernées sont des équipements nationaux qui sont assez tributaires du tourisme international, ce qui n'est pas beaucoup moins le cas, en tout cas, des équipements des musées de territoire. Donc, on dispose pour notre territoire des chiffres de la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes qui étaient disponibles au moment de l'enquête sur l'été 2020 et qui relèvent des situations beaucoup plus contrastées. Et c'est là que ça devient intéressant. On avait 78 répondants sur les 130 musées de la liste, 19 musées déclarés être fermés, ce qui est quand même assez catastrophique, mais 21 musées qui déclaraient avoir une fréquentation au mois d'août 2020 égale ou supérieure à celle du mois d'août 2019, qui représente quand même 27% des répondants. Alors, par comparaison, les 36 musées ayant répondu au questionnaire de notre enquête 2022 étaient 9 à déclarer une hausse ou une forte hausse entre l'été 2022 et l'été 2019, et 9 à déclarer des niveaux équivalents. Donc, les musées dont les niveaux de fréquentation sont stables ou en hausse représentent donc 50% de nos répondants. Ces chiffres sont donc encore plus élevés que ceux de 2020 de la DRAC. Alors, quels sont évidemment les profils de ces musées? C'est ça qui nous intéresse. Eh bien, évidemment, une sous-représentation des musées du groupe 1 de la typologie, une surreprésentation des musées du groupe 3. Par ailleurs, et c'est là qui nous intéresse encore plus, c'est que on voit que ce sont des musées, ceux qui déclarent des niveaux équivalents ou en hausse, à l'exception de 2 exceptions à droite qui sont implantées sur des très grandes unités urbaines, ce sont tous des musées, essentiellement des musées qui sont situés sur des petites unités urbaines de moins de 17 000 habitants. Donc des musées implantés sur des petites unités urbaines. Alors ces chiffres nous indiquent que ce sont peut-être les habitants des publics de ces petites communes qui ont changé, à moins que ce ne soit un effet direct des pratiques estivales qui ont fait suite au premier confinement, à moins que ce soit les deux. En effet, à l'été 2020, on a vu une baisse globale du tourisme, y compris du tourisme national, même s'il a été évidemment moins touché que le tourisme international. Toutes choses égales par ailleurs, si le tourisme national a diminué et le tourisme international a diminué et que les musées ont connu un niveau de fréquentation équivalent ou en hausse durant l'été 2020, eh ben, soit ils ont bénéficié d'un intérêt accru des résidents de leur territoire, soit les touristes nationaux ont montré des pratiques culturelles plus intenses que celles des années précédentes. Je cite un extrait de cette étude de l'INSEE. Entre 2019 et 2020, en raison de la crise sanitaire, les résidents de France métropolitaine ont réduit leur voyage de 29%, soit 345 millions de nuitées en moins. Les voyages à l'étranger, qui représentaient près du quart des nuitées en 2019, sont les plus touchés. Les voyages en France deviennent largement majoritaires et représentent 9 nuitées sur 10 en 2020. Pour leur séjour personnel en France, les touristes ont privilégié l'hébergement non marchand, en famille chez des amis, en résidence secondaire, etc., qui rattrape son niveau de 2019 dès la fin du premier confinement, contrairement à l'hébergement marchand, hôtel, résidence, location auprès d'un particulier,
Donc, voilà, est-ce que les pratiques touristiques ont durablement changé? Auquel cas, on aurait des, des pratiques estivales pérennes en faveur des musées de ces petites communes. Donc, ces deux hypothèses, une évolution des résidents des petites communes et des estivaliers dans ces petites communes, ne pourront trouver de réponse avant d'avoir été confrontés aux chiffres de l'été 2021 et de 2022 et à une enquête qualitative sur ces publics estivaux. Mais même si ce concept de staycation né aux États-Unis dès avant la crise semble devenir tendance, il n'est peut-être pas représentatif de pratiques culturelles estivales pérennes, car la situation sanitaire n'était pas encore totalement stabilisée. Mais si cette hypothèse ces deux hypothèses par contre devaient se confirmer, alors la structure des publics des musées avant la crise, selon la place que le tourisme international y occupait ou selon la place qui occupait le tourisme national, eh bien, ce sera une donnée à prendre en compte pour comprendre l'évolution de leur niveau de fréquentation, en plus de la taille de leur unité urbaine d'implantation. Néanmoins, et je finirai avec ça, d'autres facteurs sont évidemment à prendre en compte pour comprendre l'évolution du niveau de fréquentation de chacun des musées du territoire. Évidemment, la programmation culturelle pendant la crise, plus ou moins innovante, plus ou moins proactive, je dirais, qui a été chercher les publics malgré la crise. C'est la gestion plus ou moins heureuse des protocoles sanitaires qui a pu aussi faire que le lien s'est durablement distendu. Ça a pu être la réduction des plages d'ouverture ou au contraire le maintien d'une ouverture maximale pendant la crise. Ça a pu être le soutien des tutelles, etc., etc., politique tarifaire. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui ne sont pas des éléments, je dirais, contextuels, sociodémographiques, qui peuvent aussi expliquer évidemment les évolutions dans ces niveaux de fréquentation des musées. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à communiquer les liens pour les personnes que ça intéresse.